Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission Électricité pour tous au Bénin. Le slogan serait-il en voie de se concrétiser? En tout cas, un grand pas semble avoir été franchi par le gouvernement qui, par un décret pris en Conseil des ministres mercredi dernier, entrevoit de subventionner des équipements solaires en milieu rural à travers un service public d'électricité tout en ouvrant le secteur au privé. Ce boulevard d'opportunités ne constitue-t-il pas aussi un risque à l'énergie conventionnelle dans lequel l'État investit actuellement des milliards de francs CFA? Nous aborderons la question en décryptage, le décryptage qui nous servira de transition pour le dossier de la semaine. Et cette semaine, nous parlerons de la tenue de comptabilité. Le recours à un expert comptable est-il une nécessité? Quels sont les avantages de la tenue de comptabilité pour une entreprise? Vous en saurez davantage dans cette émission Wikeko qui vous fait aussi le point de l'actualité économique de la semaine vue et commentée par les journaux. Mais mesdames et messieurs, avant tout ceci, vous auriez suivi le mini-journal que nous présente cette semaine Amandine Aniaboso. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du mini-journal. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin dispose désormais d'une application mobile ORTB Mobile. C'est son nom. Elle permet d'accéder à tous les services de l'Office. Les précisions avec Clotaire Awekou. Dans l'imminence du passage de l'analogique au numérique, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, se veut une entreprise leader par l'amélioration des performances et de la qualité de ses services. Et la trouvaille est l'ORTB Mobile qui se veut plus proche du public. Il s'agit ici d'élargir la visibilité de l'Office et la dématérialisation des paiements des services. L'ORTB se met au rythme donc de la révolution technologique qui permet aujourd'hui de réduire les distances et de briser les frontières entre les peuples. Ainsi, dans le souci d'être plus proche du public et de rendre ses services accessibles à tous, l'ORTB lance officiellement ce jour sa nouvelle application mobile dénommée ORTB Mobile, téléchargeable sur Play Store. Elle permet de suivre les chaînes de l'ORTB et leurs différentes productions. Les services qu'offre la gestion des relations publiques, les infos sur les tarifs, les pièces à fournir, la possibilité de suivre les 3 radios et de suivre la télévision nationale à travers les différentes éditions des journaux, les reportages, les magazines, c'est réduire les distances et rendre plus accessibles les services de l'ORTB. Cette initiative, mesdames et messieurs, a pour but de réduire la distance entre vous et nous. Vous, consommateurs et autres partenaires de l'intérieur du pays, et de la diaspora, afin d'élargir la visibilité de l'Office, d'assurer la fluidité et la dématérialisation du paiement de vos prestations. Dans l'intérêt de nos populations, d'autres initiatives suivront avec l'appui du gouvernement qui ne ménage aucun effort pour accompagner l'ORTB. Je voudrais assurer le public de la garantie de sécurité de ce nouvel outil que l'ORTB met à sa disposition et de l'entière disponibilité des agents de l'ORTB à répondre à tout instant à vos préoccupations qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de cette noble ambition. Cette application ORTB Mobile est téléchargeable dans le Play Store et le principal mode de paiement limité pour le moment, Mobile Money, va bientôt s'étendre à Move Money, le Flow et à EcoBank. Le ORTB passe sans vous se rapproche davantage de vous à travers ORTB Mobile.
Bientôt, la phase d'application de la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique au Bénin. Le sujet était au cœur d'une séance au ministère du cadre de vie afin de définir le coût du mètre carré du bâti, le coût vénal du bâti à imposer aux locataires et aux propriétaires, ainsi que la nature des contrats types que doivent observer les agences immobilières. Nous retrouvons Clotaire Awekou et Alexis Segbemon. La loi votée et promulguée portant sur le régime juridique du bail à usage d'habitation domestique au Bénin, internalisée par les différents acteurs impliqués dans son application effective. Pré-étape de vulgarisation auprès des populations, notamment les locataires et bailleurs, c'est la connaissance même du coût du mètre carré du bâti, la nature des contrats types à imposer aux agences immobilières, aux locataires et aux propriétaires. Dans la loi, premièrement, on a dit que la caution ne saurait excéder 3 mois de loyer. Deuxièmement, que le coût du loyer ne doit pas excéder 8% du coût vénal annuel du bâtiment, et également que les agents immobiliers ne pourront pas percevoir plus de 50% du loyer mensuel en cas d'une affaire spontanée, ou pas plus de 10% du moyen mensuel en cas de contrat de gestion de l'immeuble. Le ministère du cadre de vie et du développement durable va parcourir tous les 12 départements du pays, y compris certaines grandes villes d'importance, et également les directions départementales du cadre de vie et du développement durable vont parcourir les autres communes du Bénin, donc les 77 communes du Bénin seront touchées, pour faire la vulgarisation de la loi. Le principal objectif visé ici dans la mise en œuvre de cette loi est de soulager les populations désireuses de prendre en location des immeubles. Parce que fini l'ère de caution d'1 an, de 9 mois. Et il n'y a plus d'avance sur loyer à payer. La caution de 3 mois, c'est pour les frais non payés d'électricité, d'eau, de téléphone éventuellement, et de petites réparations à faire dans la maison avant que le locataire ne quitte la maison. Maintenant, dans le contrat, si le bailleur et le locataire s'entendent que dans ces 3 mois-là, au cas où le locataire va rater 1 mois de paiement, 1 mois pourra constituer une avance, ils sont libres de le faire. Mais ça ne saurait dépasser les 3 mois. Ce qui permet alors à quiconque qui veut louer de ne plus aller chercher 5 mois, 6 mois, 1 an de loyer avant de pouvoir louer sa maison. Deuxième avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a cadré les coûts de loyer même. Aujourd'hui, puisque la caution est de 3 mois, si un locataire ne paye pas ses loyers, les dispositions sont claires dans la loi, comment ils vont expulser ce locataire indélicat. Au lieu que les locataires restent là à ne pas payer 1 an, 2 ans, et après ça devient tout un problème. Aujourd'hui, après 1 mois de manquement de loyer, le propriétaire est libre d'aller rapidement au tribunal prendre un arrêt pour pouvoir sortir, expulser le locataire sans aucun problème. Maintenant, si par des situations, des cas de force majeure, le locataire veut quitter le loyer avant terme du contrat, il doit pouvoir donner un préavis de 6 mois au bailleur, et le bailleur également, au cas où il veut récupérer sa maison pour pouvoir l'utiliser à d'autres fins, doit pouvoir donner également un préavis de 6 mois. Donc tout ça là est aujourd'hui cadré par la loi. 3 textes d'application de cette loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique chez nous, dont un arrêté et 2 décrets, lesquels vont statuer sur la Commission nationale d'évaluation des immeubles au Bénin. Gestion municipale des déchets solides, c'est le thème retenu pour la 33e édition de la Journée mondiale de l'habitat. Le Bénin y consacre tout le mois d'octobre à travers diverses activités. Mais quel est l'état des lieux de la gestion des déchets solides et ménagers au Bénin et comment faire face à l'augmentation drastique des déchets? Ulvaïus Balogun et Daniel Ada pour plus de précisions. La problématique des déchets produits par les communautés humaines est aujourd'hui un enjeu majeur de salubrité et surtout d'amélioration du cadre de vie.
Avec l'urbanisation et la concentration des populations dans les centres urbains, la production des déchets au Bénin ne cesse de croître. Selon des estimations, 1 642 500 tonnes de déchets solides ménagers sont produits par an au Bénin, soit une moyenne de 0,42 kg de tonnes de déchets par habitant et par jour. On est tellement habitué à voir les ordures qu'on peut penser que bon, c'est anodin, c'est banal, on fait avec. Mais les conséquences sont énormes au plan sanitaire, au plan économique, en termes de climat. Donc, c'est une question qui est centrale en termes de développement durable. C'est donc à juste titre que la question de la gestion des déchets solides est prise en compte dans les objectifs du développement durable. Cela afin de réduire leur impact néfaste sur l'environnement et le bien-être des populations. On a moins de la moitié des déchets qui sont enlevés, c'est-à-dire qui sont collectés chez les ménages. On n'a même pas 30% de décharges contrôlées. Ça veut dire que l'essentiel de nos déchets dans nos villes, dans nos campagnes, est dans la nature. Et alors qu'on a 40% de déchets organiques, on a un niveau de recyclage qui est inférieur à 7%. Un défi dont le Bénin est bien conscient. On a un cadre législatif, réglementaire qui est en place, avec les communes qui ont la responsabilité de la collecte et de la gestion des déchets, tels que fixés par les lois sur la décentralisation, mais dans un esprit de synergie et de partenariat avec l'ensemble des acteurs, dont l'État. S'il est donc vrai que les problèmes de gestion des déchets solides ménagers se posent avec acuité, leur valorisation revêt alors une importance capitale. La solution, c'est de regarder l'adaptation ou non du cadre de vie à nos besoins. Et là, on regarde globalement les questions d'accès au logement et de services publics. Pour avoir des villes productives et résilientes, il faut mettre l'accent sur les investissements de base et assurer une gestion efficace des fonctionnalités primordiales. Il faut considérer la gestion des déchets non pas comme une problématique isolée, mais comme un paramètre sur un package de problématiques. Donc, il faut avoir une approche cadre de vie pour qu'on puisse mobiliser des investissements de sorte qu'on améliore le cadre de vie, mais en réglant les problèmes de logement, d'assainissement. Changer de paradigme en activant plusieurs leviers à travers la réorganisation de la filière de gestion des déchets, l'accompagnement des municipalités à considérer ces déchets comme une opportunité d'investissement pour le secteur privé et la sensibilisation des populations à un comportement différencié vis-à-vis des déchets deviennent alors la panacée pour une amélioration adéquate du cadre de vie. Que devient la poste du Bénin à l'ère du numérique? Les lettres traditionnelles ont presque disparu au profit du numérique. La poste n'en reçoit pratiquement plus d'ailleurs. Néanmoins, l'avènement du numérique a propulsé la poste et a boosté son chiffre d'affaires. Les colis à exporter, les courriers de plusieurs institutions et bien d'autres activités sont actuellement à la portée de la poste du Bénin. Gloria Oni, Jules Akwaikou pour les détails. Avec le numérique, la Poste retrouve un nouveau souffle et c'est loin d'être une surprise. Les supports numériques comme les emails, les SMS et autres ont remplacé les lettres traditionnelles. Les avantages du numérique au service de la Poste sont légion. Le numérique, loin d'être une menace pour nous, a été une opportunité pour nous. Ça nous a permis d'améliorer notre outil de production, notre processus de traitement des envois. Aujourd'hui, il y a plus de sécurité, plus de sûreté dans tout ce que nous faisons. Le système de suivi est venu à la Poste du Bénin grâce au TIC. Les lettres interpersonnelles qui sont en train de disparaître ont été totalement remplacées, même plus que ces courriers générés par les sociétés d'assurance, on les appelle les grands comptes chez nous. Maintenant, il y a aussi le développement du e-commerce aujourd'hui. Le e-commerce, les gens commandent en ligne, ils font tout en ligne, mais la marchandise vient physiquement. La Poste a décliné ses métiers en numérique, mais les boîtes postales ne sont pas pour autant vides. La plupart des lettres que nous recevons, ce sont les lettres qui nous viennent de l'international. Ici, ce que nous recevons, ce sont des extraits, en grande partie, c'est des extraits de banque, des petits les courriers de certaines entreprises. Aujourd'hui, numérique et poste physique se complètent pour le bonheur des usagers. Les prix aussi, c'est bon prix. J'envoie ça, si Australie, ça fait 2 semaines pour arriver là-bas. La Poste du numérique
cultive l'innovation et pilote la fiabilité de ces différents services. Fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi. Gardez votre position pour la suite de Week Echo. Merci à vous, Amandine, pour cette belle présentation. Et comme je vous l'annonçais en introduction, nous allons à présent suivre la revue de presse économique de la semaine. Elle a été réalisée par Gloria Oni. Suivons ensemble. C'est un réel plaisir pour la rédaction de BB24 de vous offrir la revue de presse économique sur Week Echo. Le premier réseau mobile au Bénin, Libecom, a fermé la baraque. L'information a alimenté la presse nationale la semaine écoulée. Dynamise d'infos édifie les lecteurs à travers la une de sa parution du 1er octobre 2018. Fermeture définitive depuis le 30 septembre 2018. De Libecom. Le journal poursuit et nous apprend que l'opérateur historique de Bénin Télécom a dû céder ses abonnés à une autre multinationale qui devra prendre le relais. Le réseau Libecom serait au bord de la faillite depuis des années selon un rapport de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP. L'information a aussi intéressé la priorité qui écrit « Libecom est mort ». Il est mis fin donc à la commercialisation des produits et services Libecom sur toute l'étendue du territoire national. Le réseau de téléphonie mobile MTN est choisi pour accueillir tous les abonnés Libecom. Par ailleurs, le quotidien Le Potentiel revient sur le voyage du chef de l'État aux États-Unis et met en manchette Talon vend sa vision du développement au monde entier. Le journal va un peu plus en détail et nous apprend que plusieurs investisseurs américains dont la société financière internationale s'engagent à booster le secteur privé béninois après de fructueux échanges avec Patrice Talon. Des financements à la hauteur de l'ambition sont attendus d'ici quelques jours. L'engagement a été pris en marge de la session de l'Assemblée générale de l'ONU la semaine dernière. Le Béninois libéré salue la volonté affichée et trouve que les retombées économiques de cette visite au pays de l'oncle Sam encouragerait les jeunes à s'investir dans un secteur prometteur comme celui du numérique. Écho dans les marchés du Bénin. Le quotidien de Ménotin a fait un constat par 7 ans de morosité économique et titre « Inondation au Bénin. Les ménages sous la hantise d'une inflation des prix des produits alimentaires ». Fraternité nous apprend, dans sa parution du mardi 2 octobre 2018, que certains denrées comme le riz paddy, le maïs, le manioc ont vu leur prix grimper sensiblement. Cette tendance à la hausse des prix des denrées de première nécessité serait due aux inondations qui sévissent dans certaines régions agricoles du pays. Des inondations qui ont emporté une bonne partie des récoltes. De l'agriculture à l'éducation, l'économiste porte à l'attention des parents enseignants et apprenant que la vente des cahiers d'activités non autorisés est interdite. Le journal rapporte qu'il est formellement déconseillé aux enseignants d'imposer des cahiers d'activités et autres documents non autorisés aux apprenants à compter de cette année scolaire. Tout contrevenant s'exposerait à des sanctions. Et justement, la renaissance du système éducatif béninois est engagé avec le recrutement des membres du Conseil national de l'éducation, nous apprend le quotidien Le Potentiel. Selon le journal, l'objectif est de redonner au système éducatif béninois ses lettres de noblesse. Intéressons-nous au secteur de l'énergie électrique au Bénin. Bientôt de l'énergie solaire subventionnée dans les villages. Le décret portant sur les conditions de l'offre d'un service public d'électricité à travers la fourniture d'équipements solaires subventionnés en milieu rural a été adopté le mercredi 3 octobre 2018 en Conseil des ministres. Bonne nouvelle donc pour les populations vivant dans les zones d'habitat dispersées. L'information a été relayée par le quotidien Fraternité. Cotonou pour honorer les inventeurs africains. La capitale économique du Bénin abrite
bientôt la 7e édition du Salon africain de l'invention et de la technologie. L'économiste nous apprend que l'événement aura lieu du 24 au 27 octobre 2018. Le but visé, encourager la créativité et le transfert de technologies par l'utilisation des systèmes de propriété industrielle et rendre l'espace juridique attrayant à l'investissement privé. Fin de cette revue économique, à dimanche prochain sur Week-Eco. Merci donc à vous, Gloria Oni, à dimanche prochain pour une autre revue de l'actualité. Bientôt, une électrification en masse au Bénin. L'État béninois, en même temps qu'il veut investir dans l'électrification au réseau, ouvre le secteur au privé. Quel sera l'impact de cette décision? Eh bien, on fait le débat juste après ceci. Et ils sont là, mes invités. J'ai le plaisir de commencer à vous les présenter. Ulvaeus Balogun, bonjour. Bonjour, Aurélien. La pleine forme? Toujours. D'accord, vous êtes très bien habillé. Hein? Merci. Merci. Et vous êtes passé aussi chez le coiffeur? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Steve Hoda, bonjour. Bonjour. La pleine forme aussi. Pleine forme, c'est un plaisir de retrouver le plateau de BB24. Je suis également heureux de vous retrouver sur ce plateau pour parler justement de cette actualité de l'électrification hors réseau. Et vous le savez, en Conseil des ministres du mercredi dernier, le gouvernement a pris un décret pour réglementer le secteur. Dites-nous, est-ce que l'adoption de ce décret est l'acte qui va sortir le Bénin de l'obscurité? Pensez-vous aussi à cela? Ah oui, moi je pense que c'est une très bonne décision. Une bonne décision d'ailleurs parce que le Bénin déjà est partie prenante pour les objectifs de développement durable. Tout à fait. En son point 7. Et le Bénin a même priorisé la cible 7.1 qui demande à ce qu'il faut faciliter l'accès à Internet à un coût moindre, à un coût réduit. Donc je pense que c'est une bonne politique qui permet aussi… Accès à l'électricité, vous avez dit Internet. À l'énergie, voilà, permettre aux populations d'avoir accès à l'énergie fiable et aussi à moins de coûts. Voilà. Donc, je disais que c'est une politique qui permet déjà d'ouvrir le secteur au privé et donc de permettre de rendre complète toute la politique énergétique du Bénin. D'accord. Alors, Ulvaeus, dites-nous pourquoi un décret pour réglementer le secteur alors que des équipements solaires sont abondamment sur le marché et dans les maisons également? Oui, bon, je pense que ce décret, normalement, ça vient à point pour mettre en place un cadre légal et réglementaire. Parce que les panneaux solaires qui existent et tout ça, c'est plutôt beaucoup plus du côté des privés, des personnels à la maison. Ils ont leurs panneaux solaires à la maison. Mais là, je pense que le gouvernement a décidé de légaliser la chose, de rendre la chose un peu plus On a l'impression que officielle. c'est un secteur qui est pratiquement ouvert, qui n'est pas du tout réglementé. N'importe qui y va et fait ce qu'il veut. On a même appris qu'il y a des panneaux solaires d'occasion qu'on importe également au Bénin, comme en Afrique, on aime bien les choses d'occasion. Oui. Non, en réalité, c'est vrai. Je pense que c'est d'ailleurs ça tout le bien fondé de ce décret qui vient réglementer le secteur et qui vient mettre l'œil du gouvernement, l'œil de l'État dans la gestion de ce secteur. Parce qu'il faut qu'on se dise la réalité, le solaire aujourd'hui, ça génère beaucoup d'argent. C'est vrai que ça consomme beaucoup d'argent parce que pour mettre en place tout un matériel solaire, il faut débourser beaucoup d'argent. Mais il faut reconnaître quand même que ça permet de faire également des économies. Parce que quand tu mets le solaire en place, tu en as pour 15-20 ans au moins. Tu n'as pas de soucis avec la SB2E, des soucis de coupure d'électricité qu'on sort. Tu es à l'abri. Mais avant d'avoir cette autonomie et de faire d'économies, il faut sérieusement investir, comme vous l'avez dit. Et il y a quelques semaines, nous avons suivi un reportage qu'a réalisé Patrick Adjabodjou, qui est allé voir deux Patrick comme lui, qui ont eu à faire leur installation solaire. Ils ont déboursé assez d'argent. Vous pensez qu'aujourd'hui, les Béninois ont une surface financière capable de leur permettre de s'investir dans ce domaine pour leur autonomie énergétique? Bon, peut-être pas à l'instant.
On n'a pas encore la surface financière qu'il faut, mais de plus en plus quand même, je pense que le cadre financier est en train d'être assaini. Et ça va permettre aux Béninois, parce qu'avec ce décret, si déjà on peut mettre en place des mesures pour faciliter auprès des banques, par exemple, des prêts pour avoir le soleil chez soi, je pense que c'est une bonne chose. C'est pas aussi cher que ça, 2-3 millions, bon... On peut contracter un prêt. D'accord. Très bien, ce n'est pas aussi cher que ça. Les téléspectateurs vous suivent et passeront vous voir. Vous allez les aider puisque vous parlez des banques. Vous serez leur banque également. Bon, alors Steve, dites-nous, aujourd'hui, on fait la promotion de l'énergie solaire alors qu'au même moment, on investit des milliards de francs CFA dans l'énergie conventionnelle à laquelle nous abreuvons aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, le Béninois qui prend de plus en plus du goût à l'énergie solaire ne finira par abandonner l'énergie conventionnelle et finalement, ça deviendra quoi, Maria Agleta, par exemple? Oh non, il ne faut pas voir ça sous cet angle parce que ce n'est pas avec tous les appareils qu'il faut forcément utiliser l'énergie solaire. Voilà, donc ce n'est pas toutefois recommandé pour une grande entreprise d'utiliser l'énergie solaire. Ça va coûter beaucoup plus cher. Donc il faut dire qu'en fonction des besoins du consommateur, il peut avoir recours soit à l'énergie conventionnelle ou à l'énergie solaire. Donc on peut alterner également. Donc ça, ce sont les stratégies que le consommateur peut dire. Mais il faut préciser que le Bénin a un fort potentiel d'ensoleillement qu'il faut exploiter. Tout à fait. Voilà, qu'il faut vraiment exploiter, qui n'est vraiment pas encore exploité. C'est un gâchis, hein? Oui, c'est un gâchis. Que l'Afrique soit dotée du soleil en permanence et qu'on n'ait pas recouru à l'énergie solaire depuis des années et que c'est maintenant, je me dis, est-ce que quelque part ce n'est pas un réveil tardif? Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire, on le dit souvent. Donc je pense que si le gouvernement aujourd'hui s'est engagé déjà sur ce terrain, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il faut noter que c'est une priorité. L'énergie est aujourd'hui une priorité pour le gouvernement qui, sur les 5 prochaines années, va investir jusqu'à 760 milliards de francs CFA. Donc je pense que c'est le moment. C'est aussi bien de se réveiller à un moment donné. Et je pense que l'énergie conventionnelle n'est pas en train de satisfaire déjà le truc. C'est vrai, il y a 40%, ils sont encore à 40% pour Maria Agleta 2. Donc c'est dire également qu'il y a encore du temps. Pendant ce temps, les populations ont vraiment besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner. Donc, je pense que c'est bien d'avoir les deux sources pour permettre de réduire la dépendance vis-à-vis de l'autre source. D'accord. J'ai bien envie de reposer la même question à Uluaï. Je ne sais pas s'il partage votre point de vue. Est-ce qu'on n'est pas en train de chanter le requiem, justement, de Maria Agleta ou bien de l'usine qu'on est en train d'installer? Bon, je partage un peu son avis, que notamment pour les entreprises où il faut alterner entre le solaire et le conventionnel. Mais je suis beaucoup plus pour qu'on en finisse avec le conventionnel. Parce que vous imaginez toutes les tracasseries que le Béninois lambda subit avec la SB2E. Tout à fait. On a des factures exorbitantes, on ne sait même pas comment le taux est calculé. Et c'est une anarchie extraordinaire qu'ils mettent en place. Et si bien que le consommateur est lésé. Alors, avec le solaire, au moins tu as l'opportunité de savoir que tu as le courant 24 heures sur 24, tu n'as de compte à rendre à qui que ce soit. Et mieux, aujourd'hui, je crois, à fin décembre dernier... Il aime bien le libertinage. Mais oui. Quand on est enclavé, ce n'est pas très bien. Et je voulais dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de Béninois qui vivent encore sans électricité. Avec le solaire, ça va leur permettre quand même de sortir de... Et c'est justement cela qui est très intéressant. Le gouvernement veut subventionner justement l'équipement solaire au profit des milieux ruraux. Comment cela va se passer? Bon, il faut reconnaître que le mode de ce gouvernement, vous le savez si bien, c'est avec le secteur privé, ça se passe par... Il y a une ouverture au secteur privé, bien sûr. L'ouverture avec le secteur privé aujourd'hui, je pense que ça va donner beaucoup plus d'opportunités à l'État. Parce qu'en ouvrant le marché au secteur privé, non seulement va donner une offre un peu plus accessible pour les populations, mais en retour, l'État va gagner sur le secteur privé qui va investir. C'est vrai qu'il y aura des facilités au niveau de la douane pour le transport du matériel et tout ça, mais en retour, le secteur privé, ceux qui vont se mettre dans le secteur privé, dans cette activité-là, se verront obligés quand même de contribuer énormément à la caisse de l'État. Il y a même des régimes spéciaux qui leur sont faits pour les inciter à s'investir. Et il le faut. Aujourd'hui, le Bénin... En tout cas, on traverse une situation assez difficile encore au Bénin où on a du mal à franchir les étapes. Alors, avec cette ouverture, avec ces
ces opportunités qu'on offre au secteur privé, c'est bien. Et avec la Chine qui va un peu partout là, oui, j'ai bien peur que la Chine investisse également le solaire. En tout cas... Surtout avec l'Alliance solaire internationale, déjà avec l'Inde. Oui. Alors vous imaginez, les Asiatiques qui vont prendre le dessus de l'Afrique. Ah oui. Et Ulvaeus, il parlait tout à l'heure d'opportunités que peuvent tirer les opérateurs économiques. Mais en termes d'opportunités également, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les jeunes bacheliers, les jeunes qui sont à l'université et qui ne savent pas encore de quoi sera fait leur avenir, n'est-ce pas une opportunité pour choisir des filières d'énergie solaire, d'énergie renouvelable afin de créer des emplois demain? Ok, c'est une très belle question. Moi, je pense que déjà, avec cette décision, c'est déjà que l'université commence à réfléchir. Voilà, aujourd'hui, on veut déjà adopter l'énergie, l'électrification hors réseau. Donc, ça doit amener quand même les responsables de l'université à changer le curricula de formation. Tout à fait. Donc, il n'est pas question qu'on puisse développer un système et que la formation ne puisse pas répondre à ce système-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut l'introduction de nouvelles filières, des filières dans les écoles de formation pour qu'on puisse déjà commencer à former des personnes qui vont s'occuper de l'entretien. Tout à l'heure, il a parlé de neutraliser le conventionnel. Mais il faut préciser que le solaire a également un coût élevé en matière d'entretien et de maintenance. Ouais, ça, voilà, donc, il ne faut pas oublier. Ouais. Voilà. Donc, s'il faut tenir compte de la maintenance et tout ça, il faut déjà former des gens qui vont commencer à concevoir déjà les panneaux solaires, les plaques solaires, des personnes qui vont se spécialiser dans la maintenance et d'autres personnes qui vont se spécialiser dans le dimensionnement avant d'installer. Donc, je pense que c'est des choses qui doivent quand même faire réfléchir les parents d'élèves, les étudiants et les politiques, afin qu'ils recadrent déjà tout ça et revoient les curricula de formation pour pouvoir permettre de créer beaucoup plus d'emplois dans ce domaine. C'est très important ce que vous dites, mais j'ai envie de revenir un peu sur l'avantage que pourraient aussi tirer les promoteurs d'entreprises. On a parlé de ceux qui peuvent s'investir dans le secteur, convoyer des équipements solaires au Bénin, mais également il y a des promoteurs d'entreprises. Est-ce qu'on ne va pas assister à un boom de l'industrialisation au Bénin avec ça? Ah oui, en fait, c'est bienvenu parce que beaucoup de personnes se sont lancées au début dans ce business et se sont rendus compte que ce n'est pas encadré. Donc, beaucoup de personnes sont découragées. Donc, aujourd'hui, je pense qu'avec cette nouvelle donne, je pense que ça va encourager beaucoup plus de start-up à se lancer dans ce domaine et aussi des entrepreneurs qui étaient déjà dans le domaine de pouvoir regagner confiance parce que tout prêt à côté, ça coûte moins cher. Au Burkina Faso, ça coûte moins cher parce que l'État a subventionné. Donc, ici, et si l'État décide de subventionner, ça va encourager encore beaucoup de personnes à se lancer dans ce secteur-là. Tout à fait. Et c'est vrai, il faut réglementer le secteur. Depuis que l'annonce a été faite lors du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres, les populations s'impatientent déjà. Quand est-ce que cette subvention va commencer? Quand est-ce que l'énergie solaire sera présente dans les villages, les hameaux du Bénin? Je sais que vous n'êtes pas technicien, mais vous êtes peut-être dans le secret des dieux. Non, je ne suis pas encore dans le secret des dieux. Il aurait fallu que j'assiste au Conseil des ministres en question. Mais déjà, vu que c'est un projet du MCA qui est étalé sur 5 ans, je crois que ça a été signé en décembre 2015. Donc en 2020, le projet va prendre fin. Donc je pense que d'ici 2020, on aura le temps de mettre en place tout le mécanisme. Et d'évaluer. Voilà, d'évaluer le coût, de voir ce qu'il faut, comment il faut accorder des facilités aux investisseurs. On va évaluer tout ça. Donc d'ici 2020, les populations, ce n'est pas de sitôt. C'est vrai que la décision a été prise, mais l'applicabilité de cette décision risque de nous voir à la fin de ce mandat. Très bien, merci. Cela, ça tient de... C'est votre mot de fin sur cette émission. Merci également à vous, Steve Hoda, d'être passé. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission et tout de suite, nous allons enchaîner avec le dossier de la semaine et nous parlerons de la tenue de comptabilité. Est-ce que c'est une nécessité? On en parle tout à l'heure. La tenue de comptabilité est une exigence à toute entreprise qui se veut pérenne, mais est-ce une garantie de prospérité? Peut-on s'en passer et avoir une entreprise solide? Avant d'en parler, suivons ce reportage réalisé par Max Peel. Benoît est tenancière d'une alimentation générale au marché Védoko.
Il y a 12 ans, elle ouvrait son commerce avec un capital de 40 000 francs CFA. Aujourd'hui, elle est à près de 15 millions. Pourtant, elle n'est pas scolarisée. J'ai commencé mon commerce avec la vente de crevettes et de frettins. Au fil du temps, j'ai économisé mes bénéfices et je continuais toujours de m'approvisionner avec mon capital initial de 50 000 francs CFA. Avec mes économies, je me suis lancée dans la vente des produits d'alimentation, dont le riz. Comme elle, de nombreuses autres vendeuses n'ont pas évolué dans les études ou n'ont jamais fréquenté l'école, ce qui ne représente aucun handicap pour elles, puisqu'elles arrivent à tenir à jour la comptabilité de leur commerce. Si vous tenez à votre commerce et vous avez conscience que c'est votre entreprise à vie, vous y mettez du bon cœur. Même si vous vendez de simples balais et que vous achetez la douzaine à 1000 francs, vous savez déjà que vous devez la revendre à 1200 francs. Si, par votre talent, vous la vendez à 1800 francs CFA, vous y soustrayez le prix d'achat et le reste est votre bénéfice dans lequel vous allez satisfaire vos besoins. Pour y arriver, les dépenses sont proportionnées à la vente au quotidien. Tout décaissement est minutieusement étudié. Quand vous venez au marché, vous tenez compte de votre chiffre d'affaires pour engager des dépenses ou des tontines. Si vous prenez beaucoup d'argent dans votre commerce, vous allez l'écrouler. C'est de la manière dont vous tenez rigueur à la gestion de votre commerce qu'il fleurit. Si en tant que revendeuse, vous vous empressez à dépenser dans l'habillement par exemple, vous ne pouvez pas économiser pour faire grandir votre activité. De ce fait, elles parviennent à faire fleurir leurs activités sans emprunt. Et voilà. Elles n'ont jamais mis pieds à l'école, elles n'ont jamais étudié la comptabilité, mais elles ont des notions et des rigueurs de la comptabilité. En tout cas, on va voir si la tenue de comptabilité nécessite le recours à un expert. L'expert, il est sur ce plateau et j'ai le plaisir de vous le présenter. Bonjour, Monsieur Honoré Tougan. Bonjour, Monsieur Roch. Vous êtes expert comptable et vous insistez qu'on ajoute stagiaire. Absolument. Et pourquoi? Parce que avant d'accéder au titre d'expert comptable, il faut passer par une période de stage de 3 ans. Ça. Et quand vous êtes dans cette période de stage, vous n'avez pas encore l'habilitation. Mais là, vous êtes expert comptable stagiaire. Voilà. Vous avez déjà les rudiments pour nous entretenir sur la question. Hein? Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de me faire accompagner encore par Patrick Adiagbodou. Bonjour Patrick. Bonjour Roch Akouenou. Vous êtes aussi très bien habillé comme M. Tougan. Merci, réciproque aussi. Nous recevons à cet effet Honoré Tougan, comptable. Et dites-nous, vous venez de suivre, tout comme les téléspectateurs, cet élément témoin qui nous présente la facilité que ces dames qui ne sont pas allées à l'école ont de tenir la comptabilité de leur commerce. Quelles sont vos impressions? Je vous remercie. C'est tout un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Et le reportage que nous venons de suivre tout à l'heure m'a sidéré, en ce sens que j'ai pu capter dedans 2 éléments, 2 mots-clés, à savoir une rigueur, mais également un souci de conseils que les bonnes dames ont exprimés. Alors, rigueur en ce sens que la tenue de la comptabilité commence même par là. Et la prospérité, la pérennité, la durabilité de l'activité commerciale également commence par là. Donc, si les bonnes dames sont arrivées avec leur niveau assorti, ces expressions, ces mots, je pense que c'est encourageant et avec un peu d'accompagnement des professionnels, ça pourra donner une activité florissante pour l'ensemble de ces dames. Vous parlez de rigueur et vous parlez au même moment d'accompagnement. Est-ce que vous ne pensez pas que ces dames qui se sont lancées dans leur activité génératrice de revenus depuis des années et qui ne connaissent pas pratiquement d'échecs, qui arrivent à faire un boom de chiffre d'affaires, est-ce que ces dames ont véritablement besoin de vous, experts comptables?
Oui, ces dames ont besoin parce qu'en réalité, la comptabilité elle-même est structurée. Et on a des comptabilités pour les petites entreprises et puis une comptabilité pour les grandes entreprises. Il y a la comptabilité de caisse qui est basée sur ce que nous appelons dans le jargon le système minimal de trésorerie, qui est réservé pour les petites entreprises ou les moyennes entreprises, et le système normal qui est réservé pour les grandes entreprises. Alors, lorsque vous êtes petite entreprise ou peut-être start-up dans le langage qu'on utilise actuellement, il y a une comptabilité que vous devez tenir et qui est basée sur le système de recettes et de dépenses. Elle a essayé d'expliquer tout à l'heure, mais au fond, le besoin de recourir aux professionnels ressort quand on sait que l'information financière en réalité n'est pas uniquement pour la bonne dame en réalité. La bonne dame se présente devant des institutions de microfinance pour avoir un capital, pour avoir des ressources pour financer son activité. Et face à ces genres d'entités, il faut crédibiliser l'information financière. Il faut s'assurer que l'information que la bonne dame a produite est une information financière de qualité. Et pour le faire, elle n'est pas outillée, elle n'a pas les rudiments pour le faire, d'où la nécessité de recourir à un professionnel. Apparemment, si je vous comprends bien, ces dames que vous venez de suivre dans l'élément témoin, si elles arrivent à prospérer dans leur activité, c'est parce qu'à un moment donné, elles arrivent à mettre en place une rigueur. Absolument. Est-ce qu'elles ne courent pas de risques si elles ne faisaient pas recours à vous? Oui, les risques sont là, les risques sont énormes. Le tout premier risque, c'est que l'activité puisse mourir du jour au lendemain. Vous avez suivi la dame vendeuse de poissons. Lorsque vous n'arrivez pas à faire la part des choses au quotidien, quel est le capital que j'ai engagé? Dans ce capital, qu'est-ce que je peux considérer comme étant ma part de bénéfice au terme d'une journée? Ça, c'est d'abord primaire, c'est embryonnaire. Oui. Au terme d'un mois, au terme de 12 mois d'activité. Alors, si vous n'arrivez pas à le faire, c'est que vous aurez un problème de viabilité de votre entreprise. Alors, ça suppose que lorsque vous voulez vous référer aux professionnels, c'est dans l'esprit, dans l'espoir qu'ils puissent vous accompagner et vous encadrer par rapport à la prospérité de votre entreprise. Vous souhaitez alors que ces dames puissent vous faire recours. Quand on revient dans le schéma des grandes entreprises ou des entreprises naissantes, où se trouve la nécessité d'un expert comptable ou d'un comptable tout court? Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, la tenue de comptabilité est avant tout une obligation légale. Une obligation légale en ce sens que nous avons dans notre espace communautaire l'acte uniforme sur le droit commercial général en ses articles 13 et 15 qui impose à tout commerçant sans distinction quelle que soit la taille du quelle commerce. Que soit la taille du commerce. Même à ces dames. Donc vous l'avez dit, qu'elles sont dans l'informel. Quelle que soit la taille du commerce, d'avoir une comptabilité. Mais attendez, soyons... Je ne sais pas, hein, la bonne dame qui vend à Taco TV au bord de... Elle fait un commerce. On définit... Elle est astreinte, elle doit tenir une comptabilité, c'est ça? On définit le commerçant comme étant cette personne-là qui accomplit des actes de commerce et qui en fait sa profession habituelle. Tout à fait. Alors, ça suppose que la dame de Ataï TV ou la dame de la tomate, de la tomate est a priori commerçante. Et lorsqu'elle est commerçante, elle ne peut pas se soustraire à la législation. Mieux, si vous allez au marché, les bonnes dames payent ce qu'on appelle, ce qu'elles appellent généralement impôt ou bien taxe, voilà, dans le langage. La taxe de développement local. Voilà, que ce soit la taxe de développement, la taxe professionnelle synthétique, telle que nous la connaissons depuis 3 ou 4 ans comme ça. Pour lever cette taxe, on a besoin d'informations. Oui. Alors, lorsque la dame n'a pas d'informations, n'a pas tenu ces documents comptables à jour, lorsque les contrôleurs passeront, sur quelle base ils vont pouvoir lever l'impôt? Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas à son avantage? Si on sait que son activité croît et que son chiffre d'affaires augmente, c'est en fonction de ça qu'on va lui imposer, excusez la tautologie, l'impôt, n'est-ce pas? Voilà. Alors, donc, elle reste dans son activité et on lui reconduit peut-être le dérisoire impôt qu'on lui prélève. Oui, mais ce n'est pas toujours évident que ce soit à son avantage.
Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, dans son activité, elle est appelée à grandir. Et lorsque vous êtes appelé à grandir, vous ne pouvez pas faire les choses comme on le dit, comme des épiciers, comme une épicerie. Vous devez aspirer, votre espoir devrait être de grandir, d'avoir une activité florissante, de quitter peut-être Ataï-TV au bord de la Roi pour aller à un niveau un peu plus grand. C'est ça. Donc voilà, la comptabilité s'impose. Quand on jette un regard sur le secteur des entreprises au Bénin, on constate aisément qu'il y a des entreprises qui font recours à l'expertise des comptables, d'autres ne le font pas. Comment vous appréciez d'abord cet état des lieux? Je pense que c'est un travail et les organes qui sont habilités pour faire de la sensibilisation, de la communication le font de temps en temps. Et il y a cette réserve ou cette ignorance, c'est deux choses à la fois. Réserve en ce sens qu'on a l'impression que chez l'expert comptable ou bien chez le comptable, c'est qu'il va nous prendre inutilement des fonds, des ressources, et on ne va pas, mesurer la contrepartie de la prestation qui sera réalisée. Tout à fait. Alors, d'un autre côté, je parle d'ignorance parce qu'en réalité, on pense qu'en se maintenant dans sa réserve, on va grandir. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Est-ce que ce n'est pas pour contourner le fisc aussi? En réalité, nous devons tous contribuer également à l'impôt. Tout à fait. Donc, la vocation de l'entrepreneur ou du commerçant ne doit pas être de contourner l'impôt, mais c'est de payer le juste impôt. Parce que nous devons réclamer des infrastructures. Nous allons réclamer l'énergie électrique, nous allons réclamer des routes. Tout ça, il faut des ressources. Mais il paraît également que quand on vous fait appel, vous, experts comptables, vous avez votre manière de voir comment tenir la comptabilité pour que ça ne pèse pas trop sur l'entreprise qui vous sollicite. Oui. Est-ce que ce n'est pas vrai? Exactement, exactement. En réalité, pour tenir la comptabilité, nous raisonnons généralement en termes de masse horaire que nous allons consacrer à un client ou à une entreprise. Donc ce n'est pas que l'entreprise vous recrute, on vous sollicite ponctuellement. Oui. C'est des honoraires que vous percevez. Exactement, il faut distinguer. Il y a dans le métier de la comptabilité, il y a une hiérarchie. Voilà. Déjà avec votre certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, vous êtes appelé à être un assistant, un collaborateur d'un comptable. Là, vous pouvez être recruté en entreprise et être un salarié. Avec votre bac, votre BTS ou votre licence, vous pouvez également être un professionnel recruté par une entreprise qui vous paye un salaire à la fin du mois. Alors, mais lorsque vous accédez au rang ou au titre d'expert comptable, voilà, diplômé, vous avez le choix. Soit de vous mettre au compte d'une entreprise qui va vous payer un revenu mensuel, un salaire, ou carrément vous renoncez à cette option et vous vous mettez dans une profession libérale. Et là, vous êtes inscrit au tableau de l'ordre pour faire une prestation, mais là, vous êtes payé sur la base des heures que vous exécutez, c'est des honoraires que vous percevez dans ce cas-là. Quels sont les avantages, les opportunités pour une entreprise de bien tenir sa comptabilité? Alors, les avantages, c'est d'abord la clarté de l'information dont le dirigeant ou le responsable doit disposer. Second avantage, c'est que ça vous permet, ça vous donne la facilité d'avoir un accès facile aux sources de financement. N'oubliez pas que pour que l'entreprise grandisse, il lui faut des ressources. Et ces ressources, l'entreprise par elle-même va générer une partie, ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Et l'autre partie, il faut qu'elle aille sur le marché la chercher, que ce soit auprès des banques, auprès des institutions de microfinance, ou bien même auprès de simples privés. Il faudrait que l'entreprise puisse donner la garantie qu'elle a une bonne gestion. Et c'est l'objectif fondamental de la tenue de la comptabilité. C'est de servir d'outils ou d'éléments d'information pour le promoteur, mais également de servir d'éléments d'information pour les externes, les banques, les assurances, le personnel et l'État lui-même. Nous avons eu l'idée de l'opportunité que les entreprises auront à vous solliciter, mais si on fait un recours à ces bonnes dames de nos marchés, qu'est-ce qu'elles gagnent concrètement? Est-ce qu'elles vont, si elles doivent vous faire recours, est-ce qu'elles gagnent
est-ce que vous serez là en tant que permanent ou en conseil? Vous allez les donner des conseils pour les orienter davantage, à mieux orienter leur activité? Oui, il faut reconnaître que dans notre pays, au niveau des marchés et des petites entreprises, il n'y a que le ministère des Finances a mis en place ce qu'on appelle les centres de gestion agréés, qui sont en réalité un peu comme des cabinets ou des professionnels comptables et qui tiennent la comptabilité d'un certain nombre d'entreprises ou de commerçants au niveau des marchés. Quand on va au niveau du marché d'Antokwa, voilà, il y a un centre de gestion agréé qui est affilié, et dont le coût est réduit comparativement au recours à un professionnel qui exerce, qui est installé. Si on comprend bien, ces bonnes dames d'Antokwa peuvent faire recours au centre de gestion agréé. Voilà. Et ce recours offre également des avantages sur le plan fiscal. Ok. Voilà. D'accord. Et pour finir, je sais que les téléspectateurs qui nous suivent actuellement ont envie d'avoir une idée justement de ces coûts. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous donner une fourchette si on vous sollicite combien? Parce que c'est justement ça qui fait fuir aussi les entreprises ou ceux qui veulent bien vous solliciter. Bon, en réalité, il ne s'agit pas de dire que le professionnel va prendre 100 000, va prendre 50 000 ou va prendre 25 000. Ce qui est à regarder en premier lieu, c'est le temps qu'on peut consacrer à traiter le dossier du commerçant. Alors, et c'est en fonction de ça que l'ordre des experts comptables a arrêté une tarification à l'heure qu'il faut appliquer. Et l'heure, c'est à combien? Permettez-moi de ne pas trahir des... Permettez-moi... Vous réservez de ne pas nous donner un chiffre. Non, il ne s'agit pas d'une réserve. Mais permettez-moi, je ne suis pas encore expert comptable. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. En tout cas, on n'a pas vidé toutes les questions. Hein. On organisera un autre plateau plus élargi pour parler de la tenue de comptabilité. Nous avons déjà la garantie de nos experts comptables qui veulent bien nous accompagner dans la réalisation de cette émission. Merci Wikeko pour cette semaine, c'est terminé. Prochain rendez-vous, 11h, dimanche prochain à partir de 11h. Et sachez que chaque jour est une opportunité que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup.